15 mois de prison pour Jacob Zuma. L'ancien président sud-africain a été condamné pour outrage à la justice. Convoqué à plusieurs reprises par une commission anticorruption, il avait refusé de se présenter. Il a maintenant 5 jours pour se rendre. À la une également, la visite inédite de Yair Lapid aux Émirats Arabes Unis. Le chef de la diplomatie israélienne doit inaugurer une ambassade et un consulat. Il sera aussi question de coopération sécuritaire entre les deux partenaires. Et puis le Liban s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise, à l'origine d'une nouvelle vague de colère. Une hausse de 30% du prix du carburant. Des barrages ont été érigés à La Hâte, à Beyrouth, Tripoli et Nabatieh notamment. On fera le point depuis la capitale libanaise dans ce journal. Zaina Antonios nous attend sur place. Voilà pour les titres. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24. Jacob Zuma, injusticiable comme les autres. La Cour constitutionnelle sud-africaine vient de le condamner à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Pressé à plusieurs reprises, l'ancien président a toujours refusé de comparaître devant une commission anticorruption. Les membres de cette instance enquêtaient sur les 9 années qu'il avait passées au pouvoir. Au cœur de plusieurs scandales, il avait été poussé à la démission en 2018. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de la prise de parole d'une des juges de cette cour. And the extent to which Mr. Zuma has attempted to justify his defiance through public statements is of no relevance. The statements were not formally pleaded, so fall to be disregarded. The Constitutional Court can do nothing but conclude that Mr. Zuma is guilty of the crime of contempt of court. Voilà, puis on y reviendra plus en détail tout à l'heure à partir de 13h sur notre antenne. On retrouvera Caroline Dumais depuis le Cap. Yair Lapid est aux Émirats Arabes Unis. Le chef de la diplomatie israélienne doit inaugurer sur place une ambassade et un consulat. C'est la première visite officielle d'un représentant de l'État hébreu depuis les accords d'Abraham, signés en septembre dernier entre Benjamin Netanyahou et plusieurs nations arabes de la région. Serine Bey nous en dit plus. Les temps ont changé depuis que le père fondateur des Émirats Arabes Unis appelait Israël l'ennemi. C'était en 1971. S'ensuivent alors des décennies de relations glaciales, jusqu'aux années 2010. Les deux pays se trouvent un adversaire commun, l'Iran. En coulisses, ils essaient de limiter son programme nucléaire ainsi que son influence dans la région. Une ligne rouge doit être définie à ce niveau. La raison principale pour laquelle la relation entre Israël et les Émirats a longtemps été tendue, c'est le soutien d'Abu Dhabi à la création d'un État palestinien. Ce qui n'a pas empêché les Émirats Arabes Unis l'an dernier de devenir le premier pays du Golfe à normaliser officiellement ses relations avec l'État hébreu. Des accords signés sous l'égide de Washington et dont s'est souvent félicité l'ex-président Donald Trump. Il y a quelques instants, j'ai eu une conversation téléphonique très spéciale avec deux amis, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le prince émirati Mohamed Ben Zayed. Ils ont tous les deux accepté de finaliser un accord de paix historique. Tout le monde disait que ce serait impossible. Ces accords prévoient une coopération dans de nombreux domaines tels que le tourisme, le commerce ou encore les technologies. Les Émirats Arabes Unis ne se sont pas privés de mettre en avant dans les médias chaque traité et chaque conférence avec l'État hébreu. Mais en mai, la reprise du conflit entre Israël et le Hamas change la donne. Le lourd bilan humain à Gaza suscite la colère des populations du Golfe. L'ouverture d'une ambassade émiratie à Tel Aviv et celle d'une chancellerie israélienne à Abu Dhabi, ainsi qu'un traité fiscal bilatéral, sont annoncées par l'État hébreu, mais pas par la monarchie du Golfe. Ce conflit n'aura tout de même pas mis fin aux efforts pour renforcer les liens entre les deux pays. Les échanges de missions diplomatiques continuent. Et le 14 juin dernier, les Émirats Arabes Unis ont félicité le nouveau gouvernement israélien, affirmant que la normalisation des relations avec Israël continuerait malgré tout. On va rester dans la région, focus sur le Liban. Le pays s'enfonce dans la crise, je vous le disais dans les titres, la détresse de millions d'habitants. Les classes moyennes, autrefois plutôt aisées, sont aujourd'hui ruinées pour la plupart. La livre s'est effondrée alors que le quotidien n'est plus tenable. Les prix du carburant se sont encore envolés. Une hausse de plus de 30% a été enregistrée après une levée partielle des subventions. Bonjour à vous, Zaina Antonios, vous êtes la correspondante de France 24 à Beyrouth. On assiste là depuis quelques jours à de nouvelles manifestations de la colère. À l'origine de cette grogne, cette nouvelle grogne, je le disais, c'est notamment cette hausse des prix du carburant à 30%.
On a commencé à voir les manifestations s'intensifier le week-end dernier. En cause, oui, l'annonce tout d'abord de la levée partielle des subventions sur le carburant, mais aussi une nouvelle dévaluation de la livre libanaise face au dollar qui avait atteint 18 000 pour $1 le week-end dernier. Par rapport au carburant, eh bien, ça fait des semaines qu'on a des files interminables, des files d'attente devant les stations-service pour n'obtenir que quelques litres d'essence. Devant certaines stations, les gens peuvent être amenés à passer plus de 2 heures à attendre de pouvoir remplir un peu leur voiture. Évidemment, cela n'a pas été sans heurts. Il y a quelques semaines, un jeune homme a été tué dans une station-service dans le Akkar, au nord du Liban, par une personne qui voulait faire le plein. Il y a eu beaucoup de problèmes. Hier aussi, dans une grande station-service de Beyrouth, où les gens s'impatientaient et voulaient faire le plein à tout prix avant la hausse des prix, eh bien, la station a dû appeler les forces de sécurité à lui venir en aide pour que les choses ne dégénèrent pas. Et au Liban, on est en train d'appeler ces files d'attente, les files d'attente de l'humiliation devant les stations-service. Ce que vous décrivez là, Zeina, reflète cette détresse dont on entend parler et dont on observe les effets depuis des mois maintenant. La livre s'est effondrée, vous l'avez évoqué, la population s'appauvrit. Quels sont les témoignages, les récits qui vous sont à vous livrés, remontés depuis le terrain ? C'est une véritable descente aux enfers que l'on est en train de vivre aujourd'hui au Liban et certains ironisent sur les réseaux sociaux en disant que c'est l'enfer que le président de la République avait évoqué dans une de ses interviews. On lui avait demandé vers où on va. Il avait dit si on continue comme ça, on va en enfer. Eh bien, les témoignages, c'est que plus rien ne fonctionne de manière normale. Par exemple, il n'y a pas assez c'est compliqué pour acheter du fioul pour électricité du Liban, qui d'ailleurs n'a jamais fonctionné à 100%. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de rationnement de courant électrique. Donc c'est un effet boule de neige, ça va empêcher les hôpitaux de fonctionner comme il faut. S'il n'y a pas de courant continu, ça empêche les restaurants, les supermarchés de préserver la chaîne du froid. Ça met en péril beaucoup de choses. Ça, ce n'est qu'un exemple que je vous donne sur le fioul. Par rapport à l'électricité, aussi un autre exemple qui montre l'effondrement du pays. Hier matin, le travail s'est arrêté pendant quelque temps à la Sûreté Générale au Liban, à Beyrouth, la Sûreté Générale qui délivre les passeports, et au Palais de Justice de Beyrouth, parce qu'il n'y avait plus de courant et parce que les groupes électrogènes qu'on fait fonctionner n'avaient plus de mazout. On fait fonctionner ces groupes électrogènes pour pallier au manque de courant d'électricité du Liban. C'est vous dire à quel point aujourd'hui le pays est dans la détresse et les exemples sont nombreux. Plus de kits pour faire des examens dans le laboratoire à cause de la dévaluation de la monnaie, ce qui fait que les kits sont très chers. Les assurances n'arrivent pas à suivre et c'est le patient qui va débourser des sommes énormes. C'est tout un système qui est aujourd'hui en train de s'effondrer au Liban. Une classe politique manifestement sourde à cette détresse. Merci beaucoup, Zeina. Merci pour toutes ces précisions directes depuis Beyrouth. Mais quelle est la capitale du Tigré est entre nos mains. Voilà ce qu'a déclaré le porte-parole du Front de libération du peuple du Tigré. Cette région du nord de l'Éthiopie est depuis l'automne dernier le théâtre de violents combats entre le TPLF et les forces du gouvernement. Le Premier ministre a décrété un cessez-le-feu, une trêve à laquelle les rebelles n'ont pas pris part. Ils promettent même d'intensifier la lutte, ce sont leurs mots. Bilal Tarabé. Ils ont repris leur capitale. Ces combattants affiliés aux anciennes autorités du Tigré, le TPLF, sont entrés dans Mekele ce lundi. L'armée éthiopienne, elle, s'est retirée de la zone. Le gouvernement central du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed déclare un cessez-le-feu unilatéral. Mais plutôt que de commenter un éventuel revers militaire, les autorités éthiopiennes avancent des raisons humanitaires. Comme nous le savons tous, nous entrons dans la saison des pluies. L'année dernière, une invasion de cliquets a déjà dévasté presque toutes les cultures du Tigré et ils n'ont pas pu récolter le reste à cause de la guerre. S'ils ne peuvent pas cultiver maintenant, il y aura un grave problème pour la population. L'armée fédérale éthiopienne avait pris Mekele à la fin du mois de novembre dernier. Cette opération officiellement de maintien de l'ordre avait été déclenchée pour renverser les autorités locales dissidentes issues du parti historique tigréen, le TPLF, qui refusait de décaler des élections locales prévues en août de l'année dernière. Après la prise de la ville, l'armée éthiopienne avait proclamé sa victoire. Mais en réalité, les combats n'ont jamais cessé.
Ce lundi, l'UNICEF accuse l'armée éthiopienne d'avoir démantelé ses équipements satellites installés à Mekele. Des membres des forces de défense nationales éthiopiennes sont entrés aujourd'hui dans notre bureau de Mekele Tigré en Éthiopie et ont démantelé notre équipement satellite VSAT. Cet acte viole les privilèges et l'immunité dont bénéficient les Nations Unies et les règles du droit international humanitaire. Je condamne cette action dans les termes les plus forts. En 8 mois, le conflit au Tigré a fait des milliers de morts, 2 millions de réfugiés et placé au moins 350 000 personnes en situation de famine. L'actualité en France, maintenant, après 2 ans de réflexion et de débat, parfois où le Parlement doit adopter définitivement ce mardi le projet de loi bioéthique. Ce texte doit élargir la PMA, la procréation médicalement assistée, à toutes les femmes célibataires ou lesbiennes. Jusqu'à présent, la PMA n'était autorisée que pour les couples hétérosexuels en France. Pour les femmes célibataires et les couples de lesbiennes, il fallait se rendre à l'étranger. Elles pourront donc désormais y recourir en France et être remboursées par la sécurité sociale. Pour les femmes qui ont pratiqué la PMA à l'étranger avant la loi, elles auront 3 ans pour faire une reconnaissance et établir leur filiation. Le Parlement devrait adopter définitivement le projet de loi de bioéthique aujourd'hui. La procréation médicalement assistée consiste à recourir à la médecine pour avoir un enfant. Concrètement, c'est par exemple la fécondation in vitro, le transfert d'embryons ou encore l'insémination artificielle. L'autre changement prévu par ce projet de loi concerne l'accès aux origines. Les enfants nés d'un don de gamètes pourront accéder à leur majorité s'ils le souhaitent, à des informations sur leur donneur, voire à son identité. En revanche, la loi ne prévoit pas les PMA pour les hommes transgenres ou avec les gamètes d'un conjoint décédé, ni la gestation pour autrui. La réforme devrait être mise en œuvre dès les prochaines semaines pour que des premiers enfants puissent être conçus avant la fin de l'année. Et tout autre chose maintenant, ce douloureux réveil pour les Bleus et leurs supporters. La contre-performance d'hier soir est dans tous les esprits. L'équipe de France s'est inclinée en 8e de finale face à la Netchi. Les Suisses filent donc en quart de finale. Ils iront défier l'Espagne à Saint-Pétersbourg. La soirée avait pourtant bien commencé dans ce bar bordelais. Malgré un premier but des Suisses, la France finit par égaliser et mène même 3-1 à la 80e minute. Mais tout bascule à la 90e lorsque la Nati égalise. S'ensuivent des prolongations, puis la séance de tir au but. La frappe de Kylian Mbappé est contrée. La Suisse file donc en quart de finale. Certains supporters français, qui se voyaient déjà affronter l'Espagne vendredi, sont inconsolables. À Bucarest, la même où se jouait la rencontre, les spectateurs peinent eux aussi à y croire. Oui, j'étais très confiant en allant dans le stade, mais je ne sais pas quoi vous dire. Normalement, on ne devrait pas le perdre. On est remonté à 3-1. Et après, je pense que la défense était trop faible. Et après, c'est le foot. Les Suisses, ils ont bien joué. Et voilà, bravo à eux. Et les Français ont de quoi être déçus. Eux qui avaient pu compter sur un Karim Benzema des grands soirs qui signe un doublé. Mais surtout sur Paul Pogba, auteur d'une frappe enroulée exceptionnelle. Mais les Suisses ont su faire preuve de patience et n'ont pas tremblé face à la défense bleu-blanc-rouge. Pour beaucoup, le héros du match s'appelle Yann Sommer, le gardien suisse qui a su repousser le dernier tir au but de Kylian Mbappé. C'était super, génial. Après le 3-1, on pensait que c'était fini, qu'il fallait rentrer à l'hôtel. Mais après le 3-3, c'était fou. Et Yann Sommer face à Mbappé, un bel arrêt. On va maintenant aller à Saint-Pétersbourg, puis Londres, et on va gagner cette coupe, évidemment. Saint-Pétersbourg pour affronter des Espagnols survoltés. Eux qui se sont fait peur face à la Croatie, mais qui auront fini par l'emporter 5-3 en prolongation. Et ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.